Ça marche. Ça marche. Bonjour. En effet, je suis née dans une famille très mélangée. Ma mère est irakienne, chrétienne, chaldéenne de Bassora. Elle insistait beaucoup pour dire que l'église chaldéenne est la plus vieille église chrétienne d'Orient. Je ne sais pas si elle avait raison, je n'ai pas vérifié, mais elle y croyait, tout en n'étant pas croyante, tout en n'étant pas pratiquante. Mon père est de Tripoli, sunnite, lui aussi. C'est important parce que sa forme, il a hérité de sa famille, tout ce que ça voulait dire, sans être lui aussi croyant et pratiquant. Et c'était une chance d'être si mélangé, et je crois que le mélange n'enlève rien à l'authenticité des appartenances. Au contraire, il donne des dimensions qu'on intègre. Ça, c'est un premier plan de ce que je suis. Après, je suis aussi élevée dans une famille intellectuelle et militante en même temps, très engagée sur tout ce qui est en rapport avec la justice, la liberté, la croyance dans le progrès. J'ai dit à Thierry en échangeant que quelque part, j'étais contente que mes deux parents soient partis avant de voir ce qui s'est passé en Irak et au Liban et dans la région. Désolée, ça me touche d'évoquer ça, mais là, je dépasse. Et alors, ce sont des parents, vous avez dit, qui étaient dans une rapport très sécularisée, oui. pour ne pas dire laïque, avec, je crois, aussi quelques liens avec le monde communiste, enfin, en tout cas, le combat pour les... Ils étaient communistes. Il faut dire que ma mère est restée communiste, stalinienne jusqu'au bout. Mon père était très critique. C'est lui qui m'a donné à 13-14 ans à lire Henri Lefebvre, à lire tout ce qui était la critique et à me dire un jour qu'il a visité la Russie du temps de Khrouchtchev, je crois, et que les gens n'étaient pas heureux. Il m'a dit, on est en train de militer pour que les gens soient heureux, vivent mieux, et fais gaffe, parce que je lisais le livre de Gorky, La mer, et je pleurais, j'avais 10 ans. Et il m'a dit, on se calme, on prend une distance, et c'est important. Ce sont des choses qui vous marquent jusqu'à la fin de votre vie. Je suis sociologue, politique, mais j'ai enseigné à l'université libanaise et j'ai été attachée ici à Paris 7, mais je suis en même temps écrivaine et j'édite, je publie un magazine en ligne depuis maintenant 13 ans. Safir. Safir al-Arabi, avec des cahiers, un cahier, c'est-à-dire un livre, un petit livre thématique chaque 3 mois, qui est imprimé aussi en papier et qui est sur le site. Mais je suis également, en plus d'être enseignante et d'être écrivaine et chercheur, je suis militante. On y reviendra, je pense, Nahla Shahal, pendant tout le long de cette table ronde, pour essayer justement d'imaginer un au-delà des... C'est juste pour dire que c'était très important pour moi, et je crois que j'ai aussi élevé mes 2 filles dans ça. Il faut s'engager dans le sens pas partisan, mais dans le sens d'avoir une position à l'égard de ce qui se passe dans ce monde. Ça nous regarde, ça ne peut pas ne pas nous regarder. Le souci du monde. Nous avons la chance au Liban d'avoir un État qui a toujours été très faible. Donc, dans une région où les États sont
très puissants, très répressifs. Je ne sais pas, moi j'ai aussi une certaine réserve à les appeler des États. Je les appelle plutôt des pouvoirs. Le Liban, qui est né d'un compromis régional et mondial, et intérieur aussi, en 1920, c'est très nouveau, c'est très récent, a été conçu comme un endroit un endroit plus ou moins neutre où c'est le compromis qui fait avancer les choses. Ce rôle, le Liban est né d'un rôle qui lui a été assigné. Ce rôle n'existe plus. Il n'existe plus parce que la région et le monde aussi n'en ont plus besoin. Ce qui fait qu'on conserve cette liberté qui me permet à moi de dire ce que je veux dans mon journal, sans crainte, à publier les Irakiens, les Égyptiens, les Tunisiens, tout le beau monde qui écrit, et à ne rien craindre. Ceci a des avantages, évidemment, mais ceci aussi a l'énorme désavantage de marginaliser d'une façon qui n'est plus la neutralité de ce pays, dont une neutralité aussi dans ce qu'on appelle les secrets bancaires, parce que c'était aussi le refuge, pas que des politiques qui fouillaient leur pays, des politiques de la région qui fouillaient leur pays, mais aussi de leur fortune aussi. Ceci s'est effondré et je peux maintenant vous dire que 80% de la population libanaise est sur le seuil de pauvreté ou au-dessous du seuil de pauvreté, que nous avons 2 heures d'électricité par jour, que la gestion de tout se fait via des groupes de mafia, c'est des groupes mafieux, et que c'est un partage, comme le Liban a été un partage entre les communautés, ce qui malheureusement Paul Bremer, le gouverneur civil de l'Irak, a considéré comme étant une formule géniale et l'a transposée à l'Irak, qui n'a rien à voir avec ça, même dans la Constitution, et il l'a appelé aussi, ça c'est une transgression que je fais, appelé la démocratie des composantes. Il faut être vraiment connaisseur pour faire une bêtise pareille. Nous, là, on vit très mal au Liban. On vit d'une façon qui est vraiment... c'est-à-dire, les Libanais ont eu très longtemps la possibilité d'être connus pour être des gens qui savent s'arranger. Ils sont des débrouillards. Mais cette débrouillardise, elle est aussi dans les élites, qui sont des élites très corrompues. Donc on est allé au bout de quelque chose. Je vois Michel Fauger qui souhaitait réagir. On est dans une table ronde. C'est Paul Bremer que vous citez dans le premier paragraphe de ses mémoires, de proconsul américain à Bagdad. De la guerre d'Irak. Paul Bremer, c'est lui qui a détruit le parti Baas, l'armature politique. Et l'armée. Et l'armée. Et donc une partie de l'armée a changé de camp. Ils se sont retrouvés dans Daesh, avec tout le renseignement dont ils ont fondé. Voilà. Dans ce premier paragraphe, Paul Bremer dit la chose suivante, qui n'est pas forcément étonnante de la part des Américains. Quand je suis arrivé à Bagdad, je ne savais pas situer l'Irak sur la carte. Oui, oui. Ben oui, et il a demandé à 2 Libanais, enfin un qui est d'origine, je ne citerai pas des noms parce que c'est un scandale, un qui est d'origine palestinienne et dont les parents sont vraiment des gens merveilleux, et un autre qui est libanais, d'écrire la nouvelle constitution d'Irak, de l'Irak, et il a placé des gens qui étaient affiliés aux Américains, qui avaient construit le congrès irakien à Londres. On a là des pratiques d'empire, finalement. Oui, mais je vais dire un mot sur ça. Et puis,
ces gens-là, à qui il a donné le pouvoir après avoir détruit la classe politique, mais toute la classe politique, pas que les basses, et l'armée aussi, démissionné, hein, sinon tué. Ces gens-là, après 2-3 ans, quand M. Bremer est parti, ont constaté qu'il était plus facile d'être plutôt pro-iranien ou de servir les intérêts iraniens. Le pays énorme et très proche, avec 1300 kilomètres de frontières communes. Le pays qui, avec l'Irak antique, a fait depuis 5000 ans des guerres sans s'arrêter, dont une guerre qui était récente, de 1980 à 1988, qu'ils pouvaient aussi profiter de leur position de dirigeants autoproclamés ou proclamés par les Américains et devenir des religieux fanatiques et servir les intérêts de l'Iran, ce qui a mis l'Irak, comme ça a démembré, sous cette influence, disons, influence économique, influence politique, influence qui, je le dis, n'est pas religieuse. Ceux qui contestent la présence iranienne multiple en Irak, ce sont surtout les régions, les villes, les villages et les mouvements chiites. Le soulèvement de 2019, où il y a eu quand même une répression sanglante, où il y a eu 700 morts de jeunes gens qui faisaient des sit-ins, 700 morts en 3 mois, 25 000 blessés, ce sont des chiites, croyants ou pas croyants, mais d'origine sociale et religieuse chiite. Je raconte tout ça parce qu'on ne peut pas parler du Liban, surtout du Liban, sans parler de la région. On ne peut pas du tout concevoir qu'est-ce qui se passe dans ce pays, où il est, malgré la misère totale dans laquelle il vit actuellement, parce qu'en plus des guerres, dont la guerre dévastatrice de 2006, qui a finalement détruit la moitié de Beyrouth, la banlieue sud de Beyrouth et la moitié de Beyrouth, en termes de population, en termes de géographie aussi, mais il a aussi vécu cet effondrement de l'ensemble de la région. La Syrie, nous n'avons pas de frontières, nous, qu'avec la Syrie et Israël et la Méditerranée. Alors, on va évidemment revenir sur ce moment-là du Mashrek, mais j'aimerais... Vous m'avez posé la question avant de me laisser dire une chose très importante. Je vous en prie, puisque je devais passer la parole à Kamel Jandoubi. Allons. Je voulais juste dire que j'ai assisté à la soirée René Char et que ça m'a énormément ému. Moi, je connais René Char, j'ai toujours lu René Char. Ça m'a énormément ému et la lecture de Anna Alvaro m'a encore plus ému et j'ai cru, en fermant les yeux dans le noir, que René Char parlait de ma région, parlait de la résistance aussi dans ma région, la résistance multiple. Et je me suis souvenu de mots et de vers de Mahmoud Darwish, le poète palestinien, qui parlait aussi de l'espérance et qui disait que les Palestiniens sont malades de l'espérance. Merci Nahla Chal. Vu depuis Beyrouth, le Liban. J'ai beaucoup de questions à Michel et à Madame. Je pense que dans toutes les lectures très intéressantes qu'on a entendues, il manque une grille, celle de l'économie. Qu'est-ce que le capitalisme aujourd'hui? Le capitalisme aujourd'hui n'est plus productif. Le capitalisme aujourd'hui, les usines d'armes et l'extraction en dehors du centre du monde, l'Europe ou ce que vous voulez, l'extraction des biens des anciennes colonies sont la base de l'économie actuelle. Le capitalisme actuel européen, je ne parle pas de l'Arabie saoudite,
Le capitalisme central actuel est un capitalisme rentier qui se base sur les banques, sur la spéculation financière, sur le capital financier et sur la prédation du gaz, du pétrole, de l'or et des ressources en Afrique et en Amérique même du Sud et chez nous au Moyen-Orient. Je pense que le monde n'est pas géré par les idées. Les idées, c'est très important. C'est très, très important. Les convictions sont très importantes. C'est vraiment quelque chose de précieux. Je comprends que l'histoire se fait dans la continuité et l'accumulation, mais il y a des ruptures. Et là, avec ce qui se passe, on a, après l'Irak, il y a eu la première rupture, mais c'est la continuité de cette rupture déjà, une deuxième rupture. C'est bien si la Méditerranée n'a pas débordé à cause des 2 porte-avions américains et des sous-marins nucléaires. Moi, je pose la question suivante. Vous avez l'air de croire que l'humanité est en train de continuer. Moi, j'ai aimé une phrase d'un littéraire de Daniel Pennac qui dit « un futur sans avenir ». À cause aussi, c'est terrible, à cause aussi du fait qu'on a accepté de renouveler le contrat de cette horreur qui s'appelle le glyso, je ne sais pas quoi, pendant 10 ans, à cause aussi du fait que l'extraction du pétrole et du gaz a augmenté de 50% l'année dernière, en 2022, alors qu'il fallait qu'elle baisse. Je ne sais pas si l'humanité va continuer à exister. J'ai vraiment un doute là-dessus. Et le fait qu'il y ait ce massacre des Palestiniens sans que ça fait bouger les sentiments. Le fait que, pour la France, parce que je suis aussi française, pas que irakienne et libanaise, que la France, pendant 2 ans, soit gouvernée par le 49.3, n'est-ce pas? Je ne comprends pas. 16 fois. Vous ne voulez pas? On sort comme un pistolet, on sort le 49.3. Ça veut dire quoi la démocratie dans ce cas-là? Comment se construit la démocratie dans ce cas-là? Comment se construit la démocratie quand M. Biden dit non, il n'y a pas de ligne rouge au nombre de personnes qui peuvent être tuées à Gaza? Comment? Merci Nahar Shahal. Donc, Gandhi, le pacifisme, mais j'ajouterais peut-être, Michel Fouché, Nelson Mandela. Nahar Shahal. Je vais vous lire un texte de Mahmoud Darwish qui dit « Être palestinien, ce n'est pas une profession. C'est aussi affirmer qu'un être humain, même dans le malheur, peut aimer l'aube et les amandiers en fleurs. Écrire un poème d'amour sous l'occupation est une forme de résistance. L'espoir est la maladie incurable des Palestiniens. J'ai choisi d'être malade d'espoir. » La réponse est dans le poème. Il a aussi, juste, je vous le note pour que vous le voyez, il a écrit dans un autre recueil, le discours de l'homme rouge, un peau rouge américain, où il y a eu 70 millions d'exterminés par les colonisateurs européens qui ont découvert ce nouveau monde. L'homme rouge, donc, la peau rouge, il vous manquera au blanc le souvenir de l'adieu à la Méditerranée. Et il vous manquera une défaite dans les guerres. Une défaite dans les guerres.
une heure pour hésiter devant deux chemins. Et il vous manque l'hésitation des armes. Et s'il faut nous tuer, ne tuez point les êtres qui avec nous sont liés d'amitié. Et ne tuez pas notre passé. Alors, prenez tout votre temps pour la mise à mort de Dieu. Il faut se battre, il faut s'engager, il faut avoir déjà une position à l'égard, je crois, c'est ça l'espérance, avoir une position à l'égard de ce qui se passe, de tout ce qui se passe. Pas que de la Palestine ou des Palestiniens ou des Irakiens ou je ne sais pas. Je pense que le désengagement, l'individualisme qui est ambiant sont aussi la maladie de nos sociétés, surtout des sociétés qui ont encore un peu de confort, qui ne sont pas dans la misère la plus totale. Ça, c'est très important de le dire. C'est de là que peut venir un changement. Il y a toujours le temps pour faire un changement, même si on est en train de détruire la planète, mais il y a toujours le temps de faire un changement et il faut que ça parte des endroits qui sont les plus aisés, disons. Parce que je vous dis, les autres endroits sont dans une situation où il est même difficile de respirer. Alors, Merci Narla. Je peux juste dire une chose. Je vous en prie. Avant, pour les femmes, 35% des familles de Gaza sont dirigées, gérées, nourries et tout ce que vous voulez par des femmes. Toutes les initiatives de solidarité, je connais le Liban, mais je connais aussi l'Irak, toutes les initiatives de solidarité se font par des femmes. Emmanuel Lévy. Écoutez, je n'aurai pas le temps ni la possibilité de tout dire là, mais je vous dis une chose, je pense que, d'ailleurs, il est dit aux États-Unis actuellement que Israël est l'œil, l'oreille et la main des Américains. Donc, c'est une déclaration d'un candidat, M. Kennedy, un des candidats à la présidence. Il a dit « on ne touche pas ». Et ils ont mis en pratique ça. Ils n'ont jamais, d'ailleurs, l'autre, l'Ukrainien, le chef ukrainien, il est très jaloux parce qu'on n'a jamais envoyé des porte-avions, des sous-marins comme ça. Comme je vous ai dit, la Méditerranée, c'est déjà bien qu'elle n'ait pas débordé à cause de tout ça. Le problème est là. Le problème est de faire un compromis, comme vous dites, avec un État qui est en fait une base militaire et idéologique, surtout des États-Unis. Ce n'est pas la question juive. L'Europe s'est débarrassée de ces juifs en créant Israël. Je vous le dis en toute honnêteté, moi je milite avec des groupes et des formations juives qui disent « bon, ce n'est pas en notre nom ». Et donc, que Anwar Sadat soit tué parce qu'il a été à Jérusalem, c'est peut-être inhumain, mais c'est dans l'ordre des choses. Oui, c'est mon point de vue. Non, mais par rapport à votre question, quand même, il faut espérance, bien sûr, mais c'est compliqué. C'est souvent les gens de bien qui se font descendre. Hein. Alors, je rappelle les dates. Processus d'Oslo en Norvège, négociations secrètes, on arrive à quelque chose. Clinton, qui était un homme courageux par rapport à ce qui se passe maintenant, fait signer les accords d'Oslo par Yasser Arafat, Israël, la fameuse poignée de main devant la Maison-Blanche le 13 octobre 1993. 2 ans après,
Yitzhak Rabin est assassiné par un extrémiste israélien. Sadat va à Jérusalem en novembre 77, il est assassiné en 1981. Et on est en train de... la veuve de Yasser Arafat, Soua, vient de prouver, après 9 ans d'enquête, qu'il avait été probablement assassiné au polonium en 2004. Donc tous les acteurs qui progressent, finalement, ont un destin tragique. Et donc, si vous voulez, Jean Jaurès a été assassiné parce que c'était un pacifiste. C'était un pacifiste, mais il était partisan de la paix armée. Je suis désolé de dire ça devant ce public, parce que, bien sûr, on est tous à l'égard, mais moi j'essaye d'observer, enfin, observons le tragique de l'histoire.